On est parti. Michel, bonjour. Bonjour. Alors, on va se prendre un petit moment tous les deux. L'idée, c'était qu'on essaye de partager un petit peu après toutes ces années à rencontrer, à développer, à organiser ces organisations achats dans l'univers public. Je voulais un petit peu partager avec toi sur ce sujet pour essayer d'avoir quelques points de repère. Donc, déjà peut-être le premier des sujets, parce que c'est souvent un sujet qu'on entend, quelle grande différence tu ferais toi entre l'univers des achats dans un monde privé et l'univers des achats dans un monde public? Est-ce qu'il y a quelques éléments qui nous permettent d'avoir déjà un premier sujet, comme quelquefois on l'entend, même si toi ou moi, on partage plus ou moins ces approches. Allez, Alors, il y a des éléments de différence, mais avant tout, il faudrait qu'on parle des éléments de similitude. Un achat public, il y a le mot achat. Et déjà, que tu achètes dans le cadre d'une entreprise privée ou bien d'une collectivité locale ou d'un hôpital ou de n'importe quel autre établissement de secteur public, tu as les fondamentaux de l'achat à mettre en œuvre. Une bonne programmation des besoins, une bonne définition des besoins, faire du sourcing, de l'étude de marché, définir des stratégies d'achat, analyser tes risques, ton coût global, bien négocier, bien piloter le fournisseur. Bref, les fondamentaux de la fonction achat, que tu achètes de l'informatique pour un hôpital public ou une clinique privée, l'acte d'achat, il a des invariants et on ne peut pas y déroger. Après, il y a le cadre public. Et le cadre public, la particularité, c'est que tu dépenses de l'argent public, donc tu ne peux pas le dépenser n'importe comment. Un chef d'entreprise privé peut dépenser son argent n'importe comment. La sanction, c'est l'erreur de gestion, peut-être son conseil d'administration. On ne peut pas faire n'importe quoi. Mais avec de l'argent public, il y a déjà un premier élément, ce sont les budgets publics. Un acheteur public, il peut avoir la volonté ou le sentiment d'une pulsion d'achat. Ben non. Nos clients publics, on le sait, ils doivent budgéter leur achat, faire de la préparation budgétaire, le budget doit être voté, la dépense doit être inscrite. Donc, l'achat pulsionnel, il est beaucoup moins fréquent. Ensuite, il y a le respect de la réglementation des marchés publics, du code des marchés publics, qui s'appelle maintenant le code de la commande publique. Et là, en fonction des montants, il y a des seuils à respecter. Ces seuils induisent un choix de procédure, ce qu'on appelle l'appel d'offres, le marché négocié, le dialogue compétitif. Puis il y a des contrats qui sont bien définis, le marché, l'accord cadre. Donc il y a des règles et des clauses à respecter. Mais là, je veux dire une chose, hein. On a fait, je pratique ce code des marchés depuis 30 ans, on a fait porter tous les mots à ce code des marchés, ouais, je et pour voulais... autant, Ouais. à partir du moment où ton dossier d'achat est bien monté, bien ficelé, ce code n'est pas un frein. On a fait porter trop de difficultés. Alors, ça Voilà. c'est un point important, hein, peut-être essentiel quand on parle d'achat public et d'achat privé. Donc là, je retiens le premier message qui est de dire, ben, on va, comme tu dis, jouer ou utiliser de l'argent public, et à ce titre-là, eh ben, il y a des besoins de transparence, de budget, etc., qui concourent au fait que c'est de l'argent public et que du coup on peut pas faire tout à fait n'importe quoi, ou en tous les cas, si on le fait, on prend des risques. Et deuxièmement, et ça c'est important parce que souvent on entend, bah, du coup, le code nous empêche de ou nous interdit de. Aujourd'hui, est-ce qu'on est clair là-dessus? Le code, certes, amène un certain formalisme, une certaine rigueur dans le déroulement d'une procédure ou d'un processus achat dans l'univers public, mais le code
n'empêche pas. Il n'empêche pas de Non, négocier, le code il n'empêche pas de n'empêche faire du pas. sourcing, etc., etc. Tu es d'accord? Non, sauf dans certains cas très précis, euh, mais je développe. Ce code, il a évolué euh, sans arrêt. En fait, tous les 3 4 ans, on a eu des versions du code des marchés publics différents. En 2016, il s'est appelé le code de la commande publique et Champagne, le terme acheteur public est arrivé dans le code. Donc, ce code a viré sa cutie. On a commencé à comprendre que l'achat n'était pas un acte administratif avec uniquement une sécurité juridique, c'était un acte technico-économique. Beaucoup de personnes pendant longtemps ont dit, ah, quand on passe un marché, il faut de la sécurité juridique. Ce que je dis souvent en formation, c'est qu'un contrat, il peut être correct juridiquement, mais totalement crétin. C'est-à-dire, on n'a pas mis les bonnes clauses, on n'a pas mis la bonne logique économique, etc. Donc, un contrat, bien sûr, il doit respecter la réglementation, mais en plus être intelligent. Et ce code des marchés, qui est devenu le code de la commande publique, d'année en année, il nous a offert de nouvelles potentialités, ce qu'on appelle les marchés à procédure adaptée, où on peut négocier, la dématérialisation, des accords cadres avec de la remise en compétition permanente. Il y a de nouveaux types de contrats qui sont apparus, des contrats de performance. Bon, on a une batterie d'achat, de techniques d'achat qui s'est étoffée. Mais c'est évident que si on n'a pas une réflexion sur la stratégie d'achat, on va avoir tendance à faire des projets un peu copier-coller, et c'est au moment de l'exécution des contrats qu'on va dire, ah bah tiens, on s'est trompé, on aurait dû prendre telle clause au lieu de telle clause. Or, il y a un principe fondamental en marché, et je finis là-dessus, on ne change pas les règles du jeu en cours de match. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a publié un marché public et on a dit que c'était tel type de procédure, tel type de contrat, qu'on interdisait des variantes, etc., etc., eh ben, en plein milieu de la procédure, et encore moins une fois qu'on a signé le contrat, on ne peut changer toutes ces clauses. Donc ça demande peut-être une meilleure préparation, une meilleure anticipation. En clair, une vraie réflexion avec une stratégie contractuelle. Ouais, moi c'est ce que je vois souvent dans des organisations avec des niveaux de performance un peu différents. Un des premiers leviers de la performance, c'est quand on a réussi à mettre en place une dynamique, une démarche, un dispositif qui va nous permettre de capter relativement tôt, hein, c'est tout ce qui est autour des sujets de recensement et de programmation, qui va permettre ensuite de dire aux acheteurs, ben voilà le terrain de jeu sur lequel on va t'attendre l'année prochaine, là où dans certaines organisations, bah, on arrive toujours un petit peu à la course avec des programmations très incomplètes. Et là, pour le coup, bah, on est un peu en mode réactif avec tout ce que ça veut dire, hein, en termes de démarche telles que tu les exprimes. J'appelle ça l'achat en mode pompier. En mode pompier. Ouais, c'est ça. Voilà, l'achat en urgence. Si on ne programme pas ces achats, on va avoir tendance à acheter en mode pompier, en urgence, et on ne va pas avoir le temps de mettre en place les bonnes techniques d'achat. Euh, je peux donner un exemple de dégâts, hein. Ouais, ouais. J'avais un client qui passait un marché de travaux de 4 millions d'euros, ce qui est déjà une jolie enveloppe, et il m'a dit, j'ai pas le temps de négocier, on est en urgence. Quand on négocie sur un marché de travaux, on peut gagner assez facilement 5%. Ça fait 200 000 euros. Ne pas avoir le temps pour 200 000 euros, je connais des gens qui passeraient jour et nuit, hein, pour gagner 200 000 euros. Ouais. Donc, si on ne programme pas, on achète en urgence. En urgence, on va avoir peut-être moins de réflexion et on ne va pas avoir le temps de mettre en place alors une bonne négo ou bien un bon sourcing. Et ça, c'est extrêmement problématique, donc il faut le temps. Ouais. Souvent Alors, en formation, je sors la formule, le talent ne remplace pas le temps. allez, on gardera ça, le talent remplace pas le temps.
le temps, alors on sait que d'une manière générale, sur le métier achat, la gestion du temps, elle est importante, hein, que ce soit pour toutes les grandes activités qu'on a adressées. Moi, j'avais un sujet. Zut, je suis en train de le perdre. Tu parlais du temps. On parlait des pratiques. Et ben voilà, j'ai perdu mon sujet sur la gestion du temps. Tac, 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 tac. Bon, c'est pas grave. On va continuer. Alors, on a dit temps, programmation. Parle-moi un petit peu, parce que ça aussi, souvent, tu l'as évoqué, malheureusement, on est souvent confronté un petit peu à beaucoup de situations qu'on a connues dans le passé et qu'on recopie, hein, ce fameux copier-coller. Nous, ce qu'on met souvent en avant, c'est de se dire, ben, sur chaque sujet, on se re-questionne. C'est là qu'on parle de stratégie d'achat et de démarche contractuelle, hein, de se Oui. dire, tu nous en dis quelques mots? Alors, euh, j'avais un prof de droit qui nous disait il faut toujours partir d'une feuille blanche, c'est-à-dire que deux projets identiques à 2, 3 ans d'intervalle, ben peut-être qu'il ne faudra pas mettre les mêmes clauses. Pourquoi? Parce que le monde économique a changé. Ben, imaginons aujourd'hui quelqu'un qui achète l'énergie par rapport à il y a 4 ans. On a changé de planète, hein. Donc, on ne peut pas acheter, d'abord, sans stratégie d'achat. Une stratégie d'achat, c'est se dire ben, que représente cet achat pour moi? Est-ce qu'il est important ou pas, financièrement, fonctionnellement? Dans quel marché économique je joue? Un marché très concurrentiel ou un marché très, très resserré, voire monopolistique? Donc, on voit bien qu'en fonction de l'importance et de la complexité d'un marché, on va avoir tendance à ne pas acheter de la même façon. Et ensuite, je dis souvent que ce qu'on appelle le dossier de consultation des entreprises en marché public, qu'on va envoyer aux entreprises, il doit être cousu main. Et il ne doit pas être prêt-à-porter malheureux avec un copier-coller. C'est-à-dire que dossier par dossier, il faut se poser la question, quelle est la bonne procédure? Quel est le bon type de contrat? Variante ou pas variante? Les pénalités petites ou énormes? Ben, en fonction des dossiers, on comprend bien que ça varie. Si j'ai un marché avec 30 lots, quels sont mes critères lot par lot? J'étais chez un client il n'y a pas longtemps. Marché de travaux, 40 lots. 40 lots, 40 fois les mêmes critères. J'ai dit, on est à Lourdes, c'est un miracle. D'accord. C'est comment peut-on acheter le gros œuf sur un marché de travaux à 3 millions d'euros comme les courants faibles à 50 000 euros, avec les mêmes critères. Eh oui, Voilà. d'accord. Chaque dossier est un cas d'espèce. Alors, bien sûr, il y a des éléments qui peuvent se répéter, mais si on a une tendance à faire du marché public un peu industriel, répétitif, ce n'est pas la bonne solution. Et je répète, une fois que ce marché a été publié, voire même signé, on ne peut plus y toucher. Ok. La question que je voulais te poser m'est revenue. Ah, On parle d'organisation, on parle de process, de pratique, etc. On parle un peu des hommes et des femmes qui font ce métier, où on a souvent la question qui nous est posée, est-ce que l'acheteur doit devenir juriste? Est-ce que le juriste acheteur? Allez, donne-moi un peu, éclairons un peu ce sujet tous les deux. ce sont deux métiers différents. Ce sont deux métiers différents et je donne souvent, j'enfonce une porte ouverte et je dis que j'ai suivi X années de droit à la fac, on ne m'a pas appris à négocier, hein. On ne m'a pas appris à évaluer un fournisseur, on ne m'a pas appris à faire une étude de marché, hein. J'ai fait des études plus techniques par la suite, même chose, hein. Quand tu apprends l'informatique, on ne t'apprend pas à négocier, à évaluer un fournisseur. C'est un autre métier. Or, qu'est-ce qui s'est passé souvent dans le secteur public? Il y avait des gens qui passaient des marchés publics, alors, des gens qu'on disait juristes. Il y avait peut-être 10% de juristes et beaucoup de personnel administratif à qui on avait offert royalement 3 jours de formation au marché public. Et après, on leur mettait la pression dessus, les pauvres. Donc, ils étaient en difficulté.
Donc, on avait ce personnel administratif et un peu juridique, et puis on a pris conscience qu'il fallait acheter. Comme il n'y avait personne, on a dit, bah, maintenant, vous allez devenir acheteur. Et on leur a changé l'étiquette. Non, ce n'est pas le fait de changer une fiche de poste qui fait apprendre un métier. Un acheteur, il est là pour faire des études de marché, définir des stratégies d'achat, négocier. C'est le cœur du métier d'acheteur. Évaluer le fournisseur, faire des plans de progrès. Le juriste, il doit bien vérifier que tous les cahiers des charges respectent la réglementation, que le processus de passation du marché respecte les procédures du code des marchés, qu'une fois que le marché est signé, on ne commence pas à faire n'importe quoi et des avenants qui bouleversent tout. Voilà, c'est un travail juridique et administratif. Alors, totalement différent, je ne mets aucune hiérarchie de valeur là-dedans, ce sont deux métiers différents. Ok, très intéressant parce que c'est un débat un peu permanent. Alors après, pour compléter, et je partage complètement ton point de vue, que bien sûr, comme ce sont des métiers qui vont avoir à travailler ensemble, que l'acheteur ait des connaissances juridiques et que le juriste ait aussi un regard sur les activités et le métier d'acheteur, très bien, puisque du coup on a une complémentarité, on a un besoin de créer ce binôme. D'ailleurs, on le voit, nous, à chaque fois qu'on réussit à créer le binôme, l'acheteur, le juriste qu'on complète par le prescripteur ou l'utilisateur, on a un trio qui donne sa pleine puissance en vérité. Mais tu sais, c'est la même chose dans le secteur privé. Hein. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'un juriste qui a appris le droit privé, ben, il n'a pas été formé à l'achat. Hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. On a vraiment ce trio dont tu parles qui doit être mis en place. Et la réussite d'un projet vient de la bonne collaboration entre ces trois personnes. Hein. Ouais. Michel, le passage pour un acheteur du secteur privé au secteur public, est-ce que tu le vois est-ce que tu le vois de temps en temps, régulièrement, et est-ce que ça peut marcher, et j'allais dire réciproquement, en sachant que bien sûr, là on va être obligé d'être un peu généraliste et médian. Après, autant de situations, autant de causes de réussite ou d'échec, mais quand même, voilà. Est-ce que quand on a été acheteur privé, on peut devenir acheteur dans l'univers public? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, réciproquement, est-ce qu'on a été acheteur dans le public? Moi, j'entends beaucoup d'acheteurs dans le public qui m'interrogent sur voilà, le Graal d'aller dans le secteur privé. Alors, je répète, sur les techniques fondamentales d'achat, elles sont identiques. Après, il faut avoir une capacité d'adaptation au cadre. Et c'est ça qui est plus compliqué. C'est-à-dire un acheteur privé qui arrive, je ne sais pas, par exemple, dans une collectivité locale, bah oui, il doit suivre la réglementation des marchés. Il doit suivre la programmation budgétaire. Le choix, ce n'est pas lui qui va le faire. Il y a souvent des commissions d'appel d'offres. Et puis, monsieur le maire, il n'a pas de chéquier. L'acheteur, même s'il a une délégation, il ne va pas sortir un chéquier. Il y a un payeur public qui paye. Donc, il faut que l'acheteur privé ait une capacité de compréhension du nouvel environnement. Parce que, quelle que soit la volonté et la pugnacité de l'acheteur privé, ce n'est pas lui qui va supprimer la réglementation des marchés publics. Hein. Ça, c'est évident. Donc, il faut comprendre ça. À l'inverse, un acheteur public qui arrive dans le secteur privé, il faut qu'il se déshabille petit à petit des process qui peuvent être un peu plus lourds et qu'il aille vers la souplesse que lui confère la réglementation des marchés privés du droit de la concurrence. Donc en fait, l'évolution d'un cadre vers un autre, ce n'est pas une question de technicité d'achat, c'est une question de compréhension de où je mets les pieds, dans quel nouvel environnement j'arrive. Mais tu sais, un acheteur privé du monde de la chimie qui achèterait dans le monde agricole, bah, il devrait faire la même chose, hein, comprendre le secteur dans lequel il arrive. Tout à fait d'accord.
Super, ça me va bien. Après, on peut juste rajouter, comme tu le disais, par rapport aux environnements privés et publics, c'est que bien évidemment, dans cet univers public, ben, j'allais dire, il y a souvent un certain cadre qui organise un peu également le fonctionnement des organisations, qu'on soit à l'hôpital, dans une collectivité ou ailleurs, et qui fait que, notamment pour les rémunérations, ben, c'est souvent un petit peu encadré, ce qui fait que quelquefois, ben, il y a des logiques qui sont un peu moins facilitantes quand il faut recruter. Hein, on le vit avec certains de nos clients. Ben, quand il faut aller chercher des acheteurs sur le marché et qui sont pas de cet univers public, des fois ça coince un peu. Hein, on peut le voilà. Absolument. En plus, il peut y avoir des logiques dans le secteur privé où l'acheteur a un fixe et une part de variable en fonction des gains qu'il peut générer. Moi, je vous avoue que dans le secteur public, je ne sais même pas si je l'ai vu, ça, hein. Je ne crois pas avoir vu, ou en tout cas, ce serait absolument exceptionnel, un acheteur public qui aurait une part de variable par Non, non. rapport à des gains. Ça me paraît dingue. Donc, effectivement, il y a deux approches économiques. Et ensuite, en secteur public, quel que soit le secteur public, on a ce que j'appelle des problèmes de statut, de grille. On a un, un cadre professionnel plus rigide où on raisonne souvent en statut, en fonction, plutôt qu'en métier. Et ça peut être un frein à l'embauche ou à l'épanouissement. Voilà. C'est clair, on le vit en effet. Michel, on va parler un petit peu, avant d'aller vers les fournisseurs, je voudrais juste qu'on parle un petit peu des outils, de ce qui va être utile pour les acheteurs pour faire leur métier. Là aussi, si tout de suite on fait le parallèle, quand on parle de juriste, eh bien on a souvent des outils logiciels autour du marché, hein, donc du coup, De la la rédaction de marché. rédaction, la préparation du marché, voilà. Quand on est sur le métier plutôt achat, on va parler ici de système d'information achat. Quel est ton Mmh. regard, là encore, toi qui connais bien cet univers de l'achat public, de la manière dont les organisations sont aujourd'hui outillées, de ce dont elles disposent pour faire leur métier, et quels sont un peu les éléments qui bougent ou les tendances que tu remarques? Alors, sur la partie marché public, on a quelques éditeurs qui produisent des outils de rédaction de marché public. Ce monde va être totalement bouleversé par l'arrivée de l'intelligence artificielle. On a d'autres acteurs qui ne sont pas allés vers ces applicatifs-là et qui se sont fait des modèles Word. D'accord? Or, le problème d'un modèle Word, c'est que tu peux mettre à un paragraphe grand 1, les prix sont fermes, et juste en dessous, la formule de révision, et cela, Word ne va pas couiner et dire, vous venez de faire une erreur. Donc, soit le monde bureautique, soit le monde des logiciels. En termes d'achat, je vois encore beaucoup trop le règne d'Excel. Quel que soit le respect que j'ai vis-à-vis de cette application qu'on utilise tous royalement à 5% de ses potentialités, tellement il est énorme, euh, Excel n'est pas un outil qui peut faire collaborer 90 personnes et générer des tableaux de bord automatiquement. Enfin, ce n'est pas l'outil. Je vois aussi des énormes outils qui sont mis en œuvre, dépensés après des dépenses de fortune et qui ne sont pas mis en œuvre. Deuxième cas. Donc, je ne citerai personne là-dessus. Troisièmement, je vois des gens qui cherchent des applicatifs, peut-être plus modestes, mais qui collent au métier d'acheteur. En clair, je veux programmer mes achats, je veux suivre mes projets, je veux suivre mes contrats,
je veux bien gérer ma base fournisseur d'un point de vue intelligent, ça doit me sortir les tableaux de bord. Bref, je veux trouver dans un outil ce que le cœur de métier m'impose. Voilà. Et il y a petit à petit des gens qui ont compris que Excel, c'était un travail unitaire, d'accord, que les gros systèmes, même pour des structures énormes, publiques, euh, sont souvent lacunaires. Et donc, il y a la place pour des applications maintenant, un, totalement orientées métier, deux, hyper communicantes, trois, qui là aussi vont s'ouvrir à l'intelligence artificielle pour notamment faire des requêtes sur le sourcing, les stratégies d'achat. En clair, euh, un, un, super, hyper, méga assistant, et ce qui fait que l'acheteur va devoir être quelqu'un qui sait traiter de la donnée de plus en plus. Tu as raison, je pense qu'on est dans ce mouvement des plaques là, avec une informatique, j'allais dire quand même malgré tout un petit peu du passé, hein, et sur lequel Oui, on a tiré jusqu'à transformer des logiciels en mode client-serveur pour les amener tout doucement, avec un peu de douleur sur le monde du web et du modèle SaaS. Et puis en effet, cette vague IA qui est en train d'arriver avec des approches et des attentes maintenant aussi des acheteurs, mais comme ils sont dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, on veut que notre solution smartphone, elle soit rapide, on veut qu'elle nous suggère des choses, on veut plus avoir un mode d'emploi, d'ailleurs il n'en existe plus pour utiliser un outil. Et donc du coup, les acheteurs en entreprise et dans les organisations publiques, ils sont comme les individus dans la vraie vie, quoi. On veut aller sur des outils simples, ergonomiques, qui répondent à ma problématique et qui soient agréables à utiliser parce qu'ils sont efficaces, hein, et qui viennent solutionner un problème. Donc je pense qu'on est dans ce monde-là, et du coup, il y a en effet un certain nombre d'acteurs qui sont en train d'arriver sur ces terrains-là. et on est au tout début, Oui, on le sait, ouais, on est au tout début de cette révolution de type intelligence artificielle qu'on ne comprend pas encore. On étudie mal les potentialités et comme nouvelle vague technologique, à chaque fois, soit il y a les gens qui ignorent, ça va être terrible, soit les gens qui croient que ça va être un enfer sur Terre et on n'a pas besoin de ça pour que ça puisse le devenir. Et donc, il faut simplement, ce qu'on dit à nos clients, c'est prenez en main raisonnablement et soyez un acteur de ça, quoi. ouais, c'est ça, exactement, exactement. Allez, j'ai encore deux sujets que je voudrais qu'on évoque aujourd'hui, puis bien sûr, Allez, on se fera des petits points. Le premier sujet, ça va concerner les fournisseurs. En fin de compte, tu l'as dit, ce code de la commande publique a évolué au fil des années. Il est devenu, voilà, beaucoup plus simple à utiliser, avec en effet un peu de rigueur dans le déroulé. Et du coup, quid maintenant des fournisseurs? Pendant très longtemps, on voyait, c'est encore un peu le cas, des grandes organisations publiques qui disaient on veut aider les fournisseurs à accéder à la commande publique, parce que ce formalisme, etc. Est-ce que s'il y avait des fournisseurs là, qui nous écoutent et qui se disent, bon, ces marchés publics, il faut quand même qu'on s'y intéresse, on a beaucoup travaillé, hein, et toi le premier, auprès de grands acteurs pour leur expliquer en quoi le marché public, qu'est-ce que ça veut dire aussi pour eux. Du coup, si on avait quelques conseils peut-être là à donner à des fournisseurs, des entreprises qui disent, bah tiens, allez, moi ça m'intéresse, j'ai des produits ou des services qui pourraient utiliser une collectivité, qu'est-ce que je dois faire? Par quoi je commence? Comment je deviens éligible pour ces organisations publiques? déjà, ne pas hésiter à aller rencontrer les acheteurs. Essayez de voir si son client dispose d'un service ou une direction achat, allez rencontrer les acheteurs en disant ben, de quoi vous avez besoin comme information sur nos solutions, pas d'un point de vue ultra technique, hein. L'acheteur, il n'est pas un hyper expert technique, mais vous avez besoin d'informations générales sur nos produits, nos services,
nos tarifs, les calendriers de mise en œuvre de nos solutions. On peut faire des points techniques avec vous, des points réglementaires. Déjà, que le fournisseur se fasse connaître et aille fournir des informations qui intéressent l'acheteur. Et donc là, il faut créer du contact. Il faut savoir que dans le code de la commande publique, ce qu'on appelle les rencontres préalables sont tout à fait possibles dans le marché. Il faut bien comprendre que le code dit, afin de bâtir un marché, vous pouvez aller rencontrer des fournisseurs pour faire du sourcing. Voilà. Alors, c'est dans les textes depuis une dizaine d'années, mais le Conseil d'État le valide depuis 20 ans. Ouais. Bon. Donc, rencontrer les fournisseurs. 2, les acheteurs ont des moyens de développer la concurrence. Ne pas faire des cahiers des charges techniques, mais fonctionnels, c'est-à-dire se focaliser sur le besoin plutôt que sur la solution. Ils peuvent autoriser des variantes pour des solutions innovantes. Je n'ai pas le budget entier, je peux découper un marché en tranches. Il y a des solutions dans le code pour faciliter la relation entre l'acheteur et le vendeur. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, même dans les techniques d'achat, on a vu qu'il y avait des accords cadres maintenant à bon de commande où on pouvait faire un tour de rôle, ou bien une cascade, c'est-à-dire faire jouer plusieurs fournisseurs, remettre des fournisseurs en compétition permanente. Ce sont les fameux accords cadres avec marché subséquent. Bref, il y a des batteries d'outils. Mais le premier conseil à donner aux entreprises, allez rencontrer vos clients, peut-être hors du cadre d'un marché spécifique, en disant, on ne vient pas vous parler d'un marché, on vient de parler de notre entreprise. Voilà. Il faut créer le lien. Ok. Et ça veut dire aussi que pour les acteurs achats publics, il faut créer cette possibilité, tout simplement. Oui. Tiens, je veux rencontrer telle organisation, telle métropole, tel département, tel bailleur social. Ben comment je démarre, tu vois, la possibilité d'aller vers eux, quoi. Tu sais qu'on fournit, nous, souvent un outil. On a organisé plein de fois des conventions fournisseurs. J'y pensais. Des conventions fournisseurs où l'acheteur public convie le tissu économique, souvent local, en disant, voilà quelle est notre politique achat, voilà comment on travaille. Désormais, vous pouvez venir nous rencontrer. À chaque fois qu'on a fait ça, les entreprises disaient, même avec humour, tiens, mais on peut vous parler. Ouais. Voilà. Ouais. N'oublie pas qu'avant, une entité publique, on appelait ça des donneurs d'ordre. Ouais. Tu vois le côté relationnel de la chose. Bon. Allez, dernier point pour aujourd'hui, et puis on se fera des petits suivis de temps en temps. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ce que souvent l'on appelle le suivi d'exécution, parce que on s'est intéressé tout à l'heure aux besoins, au recensement, à la programmation, on définit une stratégie, une démarche contractuelle, on a sa procédure, etc. Et puis à un moment donné, on attribue le marché et on passe des commandes et on va dire que c'est parti. Mais dans le souvent, c'est là que ça commence. Mais dans le souvent c'est parti, c'est souvent là que ça commence. Donc qu'est-ce qu'on met derrière ce terme de suivi d'exécution? Déjà, le constat des prestations effectuées. On a acheté des produits alimentaires pour le restaurant collectif. Est-ce qu'on est livré tous les jours des bons produits, dans les bons temps, avec la bonne qualité? On achète de la formation. Est-ce que la formation s'est bien passée? J'achète des ordinateurs. Est-ce que le système se met en marche? Il y a un premier travail de constat des prestations. Et dans les documents marché public, notamment dans ce qu'on appelle les CCAP, il y a des paragraphes qui s'appellent vérification qualitative, quantitative. Donc, dans l'exécution d'un marché, le premier poste, c'est comment je constate la bonne exécution des prestations. Cette bonne exécution des prestations va conditionner, grand 2, les paiements. Le fournisseur envoie sa facture, il y a un contrôle de facture, et, je répète, les entités publiques n'ont pas de chéquier, elles vont valider ce qu'on appelle une proposition de mandatement pour un payeur public,
et c'est monsieur le receveur municipal ou le trésorier payeur général qui va payer l'entreprise. Donc, grand 1, constat des prestations, grand 2, toute la logique des paiements. Dans le suivi d'exécution, il y a une technique souvent sous-utilisée, c'est l'évaluation permanente du fournisseur. Moi, je suis étonné des fois, j'ai des clients qui ont des marchés sur 2-3 ans. Certes, ils font un point à la fin, mais c'est ce qu'on leur dit chez Crop. Votre marché dure 3 ans, vous ne faites pas un point tous les 4 mois, 6 mois, des points intermédiaires pour peut-être un peu redresser la barre. Si le travail est merveilleux, on ne va pas embêter le fournisseur. Mais c'est ce travail d'évaluation permanente du fournisseur, quitte à mettre en œuvre ce qu'on appelle un plan de progrès. Sur un marché sur 3 ans, on peut très bien dire, la première année, je veux tel niveau de qualité, la deuxième année, on est un peu plus exigeant, la troisième année, on est encore un peu plus exigeant. Et puis au suivi d'exécution, il y a le bilan final, notamment dans le monde des travaux où il y a les réceptions des ouvrages, les réceptions des travaux. Donc le constat des prestations, les paiements, très important, et le suivi de la qualité fournisseur, qui est un travail permanent. Alors, on ne peut pas le faire sur tous les fournisseurs, mais sur des marchés stratégiques avec des fournisseurs stratégiques, ça fait partie de la base du travail d'acheteur. Et c'est un travail qui est fait conjointement par l'acheteur et le technicien. Voilà. Donc, ce suivi d'exécution, il est absolument essentiel. Ce serait bien dommage d'avoir préparé un bon projet d'achat, passé un bon marché et qu'on ne contrôle pas la qualité une fois que le marché est signé. Bon, super, on pourrait rester des heures, mais du coup, on va le faire, mais en plusieurs fois, à discuter de ces achats publics. Écoute, un grand merci pour ces premiers points de repère qu'on va partager. On va les mettre à disposition de la communauté. Et puis, avec plaisir. je te souhaite une belle fin de journée à toi. Bonne fin de journée. Ciao Au Michel, revoir. bye bye.